actionnaires majoritaires, parce que c'est des grands malades de ce point de vue-là. La spéculation, c'est y compris sur des secteurs où il y a du pognon à faire. Donc, le centre ne ferme pas, mais un tiers des postes sont supprimés. En l'occurrence, ils liquident tous les contractuels et CDD, c'est que du CDD classique. Donc, il y en a déjà la moitié qui sont qui se terminent là ce jour-ci, et les autres, ils vont leur payer à titre de dommage, dans une rupture défiscalisée, ce qu'ils auraient dû avoir comme paye jusqu'à la fin de leur CDD. De ce point de vue-là, il reste quelques droits, mais c'est liquide. Donc, suppression d'un tiers des postes. Et très clairement, j'ai déjeuné avec le chef de centre qui voulait voir officieusement entre midi et 2. Il dit, évidemment, ça ne garantit rien pour les autres. Ça ne garantit rien pour les autres. Évidemment, c'est honnête de le dire. C'est ça aussi la brutalité. Moi, je fais un rapport entre les deux avec quelque chose qui est quand même extraordinaire à la grève. Ils ne sont pas syndiqués, ils ne sont pas organisés, pas de contract. J'ai mis comme élément, il avait mis comme élément marquable, salariés dépourvus de représentants syndicaux qui s'organisent par eux-mêmes pour faire connaître leur mouvement et étendre leur mouvement. Donc ils ont mis en grève depuis Poitiers avec le réseau social, Brest, Orléans, Toulon, Avignon, enfin une série de boîtes. Ça a d'ailleurs amené à faire bouger un certain nombre de choses au niveau national. Et ils nous ont accueillis à bras ouverts, je ne sais pas si Michel était là le mardi en question. Et puis il y a cette réaction brutale, c'est la guerre de classe. Et de ce point de vue-là, je crois que ça fait la transition avec la suite, parce qu'ils utilisent, dans un sens ou dans l'autre, tous les moyens à leur disposition. Et là, on nous a fait la guerre contre le coronavirus. C'est sous le nom du premier discours de Macron, c'était la guerre contre le coronavirus. Ils sont tous en guerre contre le coronavirus. Donc ils en ont profité. Aujourd'hui, c'est la guerre tout court, au cœur de l'Europe, et il profite de l'effet d'aubaine. Il entend profiter de l'effet d'aubaine. Il veut faire d'abord main basse ou un hold-up. Il avait dit, 6 mois après son élection dans le magazine Réactionnaire Challenge, que son élection était le fruit d'une effraction. Il a aussi dessiné. Aujourd'hui, on recommence dans un autre contexte, le même coup en refusant tout débat, etc. C'est pas anecdotique. Il prétend c'est un coup d'état. Alors pour le coup, Claudine Gréau, dans sa contribution, dit, c'est prenant la forme du bouquin de Marie Halimi, c'est un coup d'état d'urgence, c'est un coup d'état, aussi institutionnel d'une certaine façon, de ce point de vue-là, parce que ça donnera si ça ne marche pas. Le sondage, manifestement, il y a des choses qui se passent, mais on verra bien, en tout état de cause, il entend en profiter, puisqu'il dit, je vois que je pourrais, c'est ce qu'il pense, être réélu, comme on dirait, haut la main. Donc, quand il dit le pire est à venir, il a un programme de guerre. Il se souvient que ça, puisqu'il n'a pas fait, Il a annoncé, formule employée il y a un mois, une blitzkrieg contre les retraites. 65 ans. Une guerre éclair. C'était déjà un terme, c'était avant l'Ukraine, il y avait à voir, donc là ça a été précisé par Attal aujourd'hui. 65 ans. Ce que dit Jean-Claude, je le résume pour ramasser un peu et faire la transition, et je donnerai la parole après à Alex. La casse, la fin de l'emploi à vie sous statut pour les enseignants avec la casse du CAPES, le caractère national, etc. Là, on pourrait tout prendre, c'est la même chose partout. Oui, les régimes spéciaux, ce que vous voulez. Donc je crois qu'il faut mesurer ce contexte, il faut mesurer la nécessité de résister et d'ouvrir des perspectives de combat, de reconquête, d'alternatives d'issue. Donc, et ceci pose évidemment la question de on peut résister, mais puisqu'il y a des causes, des moyens qui sont mis en œuvre, si on veut ne pas avoir finalement face à un puissant fond, on s'épuise à résister, alors on résiste en reculant finalement, sans fin, ça veut dire qu'il faut aussi se débarrasser effectivement du régime des institutions qui permettent ça. C'est à traverser, donc je crois que c'est là de faire la transition. Moi je veux bien intervenir avec, alors, sans être dans une entreprise, puisque je suis retraité. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a effectivement ce décalage
qui est déjà un décalage qui a tendance un peu à isoler de façon évidente, et le sentiment qui est le sentiment le plus fort, enfin, que moi j'assimile effectivement à une gestion qui est une gestion violente, c'est effectivement ce sentiment d'isolement. Tout le monde est renvoyé à lui-même. Les collectifs n'existent plus. Alors les collectifs n'existent plus de fait, mais les collectifs n'existent plus non plus de par la volonté de ceux qui organisent. Alors, un exemple tout bête, par exemple, par rapport à des choses qui ont marché en termes de résistance, moi, pendant la période du Covid, j'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe. Les gens qui étaient mis à la porte parce que non vaccinés, ils étaient à la porte des hôpitaux lorsque les collègues embauchaient. Ils passaient la journée devant la porte de l'hôpital en règlement avec eux leur intégration. À aucun moment, les gens avaient accepté d'être renvoyés chacun chez soi, face à l'angoisse que tu as décrite, c'est-à-dire j'y vais pas, comment je vais faire, etc. On le faisait ensemble. Et c'était des débats qu'il y avait là, avec effectivement une énorme effervescence qui s'est répandue sur la totalité du territoire. D'ailleurs, je vais le traduire autrement. Hein. Moi, ce que j'ai ressenti de la gestion, qui est la gestion autoritaire, c'est essentiellement la chosification des gens. Tous les gens ont été transformés en choses qu'on gérait. À aucun moment, on a sollicité leur avis. On a renvoyé tout le monde à un néant social qu'on n'avait jamais connu. Avec effectivement quelque chose qui est en train de s'amplifier avec ce qui est en train de se passer sur la question de la guerre. Bien évidemment, c'est la première fois dont j'ai assisté hier à une réunion qui est une réunion syndicale, où la seule chose qu'on ait réussi à faire, c'est s'engueuler entre ceux, enfin, avoir une vraie tension entre ceux qui voulaient absolument soutenir les Ukrainiens et ceux qui comprenaient que les Russes étaient intervenus. Et là, on est effectivement en train de contribuer à diviser. Chosification, moi je crois que c'est important hein, pour faire un peu cette liaison qu'évoquait, qui venait d'être évoquée, dont la conception même du président monarque que l'on connaît, notion monarque, notion qui renvoie à sujet, qui ne peut pas être détaché. C'est-à-dire que tant qu'on admet effectivement que le président peut prendre seul des décisions, eh bien évidemment, nous, citoyens, qui le sont de moins en moins, on est renvoyés à rien. On ne décide de rien. Institutionnellement, on n'est même pas sollicité pour l'être. Ça me paraît important, hein, parce qu'on a connu ça, et là, aujourd'hui, sauf à quelques endroits assez forts, eh bien, encore, on est dans un état qui est un état de sidération. Les gens ont eu extrêmement peur, alors surtout dans le milieu des retraités, des gens qui étaient un peu vieux, hein, parce que bon, d'un seul coup, on leur avait annoncé que le virus allait tous les tuer. Hein, oui, non, mais moi j'ai entendu. Alors là, aujourd'hui, on est sur un autre registre. Hein. C'est aujourd'hui, on est quasiment à deux doigts de voir les chars russes à Brest. Ouais. C'est-à-dire, c'est la même idée. Hein. C'est un gouvernement par la peur qui sidère et qui en même temps se fait qu'on se déleste totalement de toute son humanité et son droit à participer à la vie collective. Moi, je pense que c'est... On a connu, et je vais dire comme ça parce que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, on a connu pendant toute la période qu'on a traversée une gestion des stocks. Le gouvernement a fait la gestion des stocks humains. On n'a jamais consulté la population. À aucun moment.
on a géré les écoliers, on a géré les malades, on a géré les salariés, on a géré les vieillards, on a géré tous les citoyens avec la guerre, ou guerre dans laquelle vous avez été consulté pour savoir si on soutenait les Ukrainiens ou pas. Aujourd'hui, il a une notoriété publique que nous sommes tous derrière les Ukrainiens, comme à un moment d'ailleurs, on était tous américains. N'oublions pas effectivement qu'on a des précédents sur cette histoire. Voilà. Et je pense que ce qui peut monter et qui est important dans cette campagne, c'est effectivement cette restitution de notre rôle de citoyen, une revendication à la reconnaissance comme acteur, comme citoyen, citoyen à l'école, citoyen à l'hôpital, citoyen à l'entreprise, citoyen dans les maisons de retraite. Quand on vous a parlé, enfin quand on a effectivement les comptes rendus qui sont des comptes rendus de la façon dont on traite les gens dans les EHPAD d'Orpea, on est effectivement quasiment à moins encore que de la marchandise qui aurait quelques valeurs. C'est uniquement, voilà, jusqu'à, de la façon la plus immédiate, jusqu'à ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, jusqu'à la suppression des élections. Parce que c'est ce qu'on est en train de connaître. Les élections vont avoir lieu, mais en même temps, il n'y aura eu aucun débat. Tout ce qui a été fait pendant la période précédente vaut effectivement reconduction sans débat, puisqu'on nous avait appris à ne plus le faire. Et là, c'est un des rares temps où, politiquement, où il est question de débattre. On n'a pas débattu pendant, je vais dire, 3 ans. Macron considère qu'effectivement, ce n'est pas utile de le refaire à la veille des élections. Voilà. Ce n'est pas un véritable... Alors, la question qu'il faut se poser, moi ça me paraît important, quitte à ce qu'on le reporte dans le débat qui va suivre, c'est coup d'État, ce qu'on a connu, c'est-à-dire est-ce qu'on nous a dépouillés totalement de nos droits de citoyens, ou bien simplement une utilisation des institutions telles qu'elles existent. Ça n'a surpris personne que Macron endosse ce rôle de chef de guerre contre le Covid, chef de guerre aujourd'hui. Là, qui a mandaté Macron pour aller rencontrer Poutine? Personne. Il le fait de son propre chef, il rend compte de ce qu'il veut. En général, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement, il rend compte uniquement des choses qui l'intéressent pour sa campagne, puisque en général, il est démenti le lendemain. Il obtient des couloirs humanitaires, il a réussi à organiser une rencontre entre Poutine et Biden dont aucun des deux n'était au courant. Enfin, on est quand même dans des trucs qui sont hallucinants, quoi. Et voilà, on est effectivement dans cet esprit-là, et c'est un peu l'idée qu'on voudrait avancer là aujourd'hui, au-delà effectivement, parce que c'est en même temps, moi je sens dans la réunion, justement cet abattement qu'évoquait un peu Christophe, c'est-à-dire, on va avoir du mal à retrouver effectivement, sauf quand ça devient totalement insupportable, on va avoir du mal. C'est aussi pour ça qu'on peut, ce que tu dis sur le 26, ce que tu dis sur le 13 dans l'enseignement, le 26 dans AEDF, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, les colis, etc. Quand c'est insupportable, bien évidemment, qu'on retrouve effectivement sa dignité d'homme et de femme. Mais le reste du temps, on marche à 4 pattes. Et voilà, c'était un peu, à voir effectivement, ce serait peut-être creuser un peu la question, de voir effectivement si on marche à 4 pattes de façon transitoire, ou si les institutions qui nous dirigent sont des institutions dans lesquelles on est appelé à ne plus faire que ça. Voilà, c'était un peu pour ouvrir la discussion et tourner la page. Prendre quelques prises de parole et après, on a dans ces tables rondes, on avait l'idée d'avoir entre guillemets un grand témoin. Bon, là, il y a ce qu'on dit, le rejet des institutions. La question qui est posée, c'est d'accord, par quoi on remplace? Donc dans la période, ça porte à jugement si la
France Insoumise et l'Union Populaire, en l'occurrence, comme vous le savez, développe la proposition, d'ailleurs, une marche nationale à Paris qui initialement était une marche pour la 6e République, si elle a changé un peu de caractère, mais ça sera présent quand même. Il faut une constituante, il faut une 6e République. Ça suppose que le jugement sur la 5e est entendu. Donc on passera la parole pour un temps de parole conséquent à Éric, qui est notre invité, qui reviendra sur ce sujet. Je propose qu'on prenne quelques... Qu'on aille sur dans ce sens-là, parce que c'est effectivement, on a montré ce qu'on vivait dans les entreprises, mais l'idée aussi, c'était de voir comment ça nous a touché, nous, personnellement. C'est-à-dire dans quel état on sort de la période qu'on traverse. Il y a Claudine, Bernard, Gilles. Non, mais je pense que je ne sais pas quelle est la gestion du temps, c'est toujours les problèmes des réunions, c'est quand ça se termine, parce qu'il ne faudrait pas que. Moi, ça m'intéresse, la question de la 6e République, il ne faudrait pas que ça passe à. De toute façon, c'est l'objet. Si on lance une discussion, sur les dernières lignes droites, moi je propose qu'on prenne 2 prises de parole et qu'on donne la parole à Éric. Donc il y a Claudine et Bernard, en fait. Pour une les 2. Non, juste quelques réactions, parce que quand j'écoutais Alexandre, bon, tout à fait, je suivais son raisonnement, tout à fait d'accord, etc. Et puis, en même temps, il y a une petite chose quand même, que je trouvais que tu peut-être passer sous silence, ou en tout cas que j'aimerais soulever, moi, c'est tout à fait au début de la gestion de la crise. Macron est arrivé, c'est par rapport à la question que tu avais, à savoir que Macron s'est décidé, déclaré chef de guerre, et il a automatiquement mis en place, non pas, il ne s'est pas appuyé sur ce qui représente en France, avec la 5e République, le peuple, à savoir, enfin du moins, à savoir l'Assemblée nationale. Il y a très peu de choses qui ont été soumises à l'Assemblée nationale, mais comme il était chef de guerre, il s'est appuyé sur un conseil de guerre composé principalement des médecins, etc. Ce qui montrait bien comment il s'est... Et moi, dans tout ce que tu as décrit, je me disais que de toute façon, quand même, tout à fait au début de cette pandémie, il a été mis en place, et il ne faut pas le négliger, ce qu'on appelait la loi sur la loi sur l'attaque, excusez-moi, le mot m'échappe, sur la restriction des libertés, à savoir que si on ne respectait pas le confinement, si on sortait sans masque, voilà, merci. Voilà, la loi d'urgence sanitaire, et c'est quand même, c'est pas les gens qui ont courbé le peuple, qui se sont votés, ce sont vraiment, il y a une atteinte directe dès le départ au droit d'expression, etc. Il y a eu des organisations politiques qui ont manifesté parce que les droits essentiels de contestation, etc. étaient touchés, mais force est de reconnaître que c'est passé et que là-dedans, eh bien, des institutions qui représentent le peuple, ce sont eux, ils n'ont pas du tout, disons que nos représentants n'ont pas joué leur rôle, et c'est comme ça qu'il y a une combinaison. C'est la seule chose que je voulais dire. Puis un dernier truc, c'est, au travers de ce que tu dis, il y a un bouquin que je suis en train de lire, que Monique m'avait conseillé, et je ne peux pas m'en empêcher de me dire que nous sommes vraiment... C'est pas un bouquin d'analyse politique, mais c'est le bouquin qui décrit l'analyse du management. Exactement des questions, à savoir, tous les individus sont chosifiés, voilà, vous avez compris, et que le collectif a disparu d'ailleurs, les organisations syndicales, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus rien, c'est l'individu qui est en face des répressions. La société, pareil, donc le monarque, etc. Et il y a ce bouquin
qui explique bien comment on met en place une autre manière, une autre structure, c'est libre d'obéir. Et je trouve, au fur et à mesure que j'avance dans la lecture, c'est vraiment ce management qui est mis en place, notamment par notre cher Macron, à savoir qu'il gère des hommes, des stocks, etc. Pour terminer, j'arrête. Je crois que c'est à Bernard, puis on passera Et voilà. Michel et on passera à la Voilà, on parle de ce psychopathe là depuis un bon bout de temps. Alors, je crois que on a quand même des lignes, puisque déjà en 2017, quand il a été élu, j'avais récupéré des documents d'avocats, puisqu'ils ont retransmis, ils ont fait une saisine au parquet financier, donc de Paris. C'était le 4 mars 2017. J'avais eu un monsieur d'ailleurs, Mumbach, là, puisqu'il y a trois avocats qui avaient saisi le parquet financier, parce qu'en fin de compte, ça fait rapport à la HATV, là, la haute, comment ça s'appelle? C'est pour la haute autorité donc, sur la vie publique. Et d'ailleurs, ils sont, j'ai entendu, je crois que c'est ce matin, où j'ai lu quelque chose, comme quoi tous ceux qui se présentent, etc., sont obligés de fournir leur patrimoine. Et d'ailleurs, c'est quand même bizarre, c'est vrai qu'il y a Macron, il n'y a pas peut-être longtemps, mais tout le monde a fourni, sauf qu'ils n'ont pas cité Macron. Alors pourquoi? C'est pas trop. Donc, alors, je sais pas, est-ce qu'on peut laisser un mec comme ça sans rien faire? On peut toujours respecter, disant que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est inadmissible, mais voilà. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comme vous savez, à un moment donné, moi j'ai un dossier aussi important sur la Alstom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce qu'est cet individu-là, parce que moi je ne sais pas, il n'y a pas qu'Alstom, parce que moi je suis métallo, Alstom, Alcatel et Technip. Moi j'ai travaillé pour ces gens-là, Technip, etc. Donc c'est quand même affolant, quoi. Et tout ça, ben voilà, il a tout déstructuré, on n'a plus rien. Et le comble, quand même, au niveau d'Alstom, je ne sais pas si vous le savez, 93 000 bonhommes qu'il y avait quand même dans cette boutique. Et c'est une société qui est vraiment extraordinaire. Et qui plus est, je crois que je l'ai pas là, c'est-à-dire qu'au niveau d'Alstom, il y a des ingénieurs qui sont vraiment à la pointe, et il y a aussi la pépite qu'il y avait au niveau d'Alstom. Ah oui, je l'ai. C'est la surveillance de satellite qui a été vendue aux Américains. Vous savez ce que c'est la surveillance de satellite? C'est-à-dire que ça sert à l'armée, et ils ont donc tout ça, on ne sait pas trop où c'est actuellement. Moi je ne sais pas si vous le savez. Moi j'aimerais donc voilà, moi je ne sais pas, moi je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat là, parce que c'est pas concevable ça. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui gère. Vous avez entendu parler de l'usine la marémotrice, la Rance. Moi j'ai visité là, donc, et là aussi quoi, donc il y a des turbines qui sont fournies donc par Alstom, et pour qu'elles puissent fonctionner, alors c'est complexe, moi c'est pas, après ça me dépasse largement, c'est géré par des algorithmes. Alors
dans ce truc-là, c'est parti aux Américains. Alors, moi je ne sais pas si vous avez des informations un peu plus précises, mais moi j'ai pas de... Pour l'instant, c'est pas complètement fini, quoi. Le problème Alstom, il n'est pas complètement... C'est pas complètement clos, hein. Et notamment ça, moi je pense que vous vous rendez compte, hein, vous donnez ça, vous vendez ça aux ricains, hein, donc moi je sais pas, c'est pas... Bernard met le doigt sur... C'est pas moi qui l'invente. Ça sera évoqué, Bernard met le doigt sur un aspect, c'est-à-dire que... Donc, c'est pas un pouvoir politique, c'est le pouvoir directement entre les mains de l'argent. C'est ça que tu dis. Ça, c'est la corruption, le bradage, tout ce qu'on veut. Mais je crois qu'il y a Michel, et je propose quand même de passer à Alstom et tout, je sais pas. Les cartes vitales, ça va aux Américains. La pharmacie. Oui, c'est ça. Il sait ce que tu achètes comme médicament. Voilà, donc faut qu'on arrête, faut qu'on mette les pieds dans le plat, à mon avis. Michel, je Michel, on ne t'entend pas. Dans l'enseignement, parce que j'ai un copain, mon fils, qui était pompier de Paris, et il a fait ce métier pendant plus d'une dizaine d'années, son épouse habitant les Roches-Près-Marie. Bon, au bout d'un moment, il a eu marre, il est redescendu en Roches-Près-Marie, et puis il a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant, la ferronnerie, il aimait bien ça, etc. Il a fait une formation dans la ferronnerie qui a duré une bonne année. Il a travaillé chez un ferronnier pendant 2 ou 3 ans, et puis bon, ça ne lui pas trop plus. Voilà. Donc il a décidé de rechanger de métier, et il s'est dit, tiens, je pourrais peut-être faire instituteur, et donc il envoie sa demande, une demande, alors je ne sais plus à quel organisme, je ne sais plus comment il faut passer, peu importe. Le fait est que dans les 48 heures, une réponse en disant qu'on était intéressé par, alors qu'il avait expliqué son pédigré, et que de toute façon il demande une formation. Alors oui, il a une formation, 2 heures. Et puis après, on l'a mis devant des enfants. Alors, voilà. C'est quand même formidable, mais je veux dire, ça va très très loin. Aujourd'hui, on se moque de... Et donc, alors lui c'est stressant pour lui, c'est pas très marrant, c'est quand même pas comme des goûts pour le métier. Et puis pour les enfants, effectivement, c'est pas forcément la panacée non plus. C'est quoi explique? Est-ce qu'on il est en primaire, oui. Donc c'est incroyable, pratiquement. On a la peine à imaginer ce genre de... Mais bon, j'essaierai d'avoir un peu plus d'informations, mais bon. Alors juste un autre petit mot concernant, effectivement, je regardais pour l'EDF, effectivement, pour brader, effectivement, on pénalise, etc. Mais à Orange, on a fait la même chose, à notre autorégulation des télécoms, c'était quoi? C'était un boulet au pied d'Orange pour que les autres puissent se développer, sinon ils n'auraient jamais pu se développer. Donc, nous, les autres, ils achetaient des minutes de communication, mais tout le monde aurait pu s'acheter des minutes de télécommunication. Puis après, il y avait un conseiller qui cherche à les vendre à telle boîte, à telle autre, etc. Alors, on vendait la minute de communication, bien sûr, nettement moins cher qu'inférieur au prix de revient, de telle façon que le concurrent puisse gagner leur compte avec. Moi, je crois qu'aussi, autre chose, aujourd'hui, je crois qu'il y a aujourd'hui il y a la guerre, je crois qu'elle arrive au bon moment quand même cette guerre, c'est quand même bizarre, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on nous a géré par la peur, on l'a dit tout à l'heure, on a passé toute une série de saloperies, ça a fracturé, y compris dans les familles, y compris ça a foutu le bordel dans les familles, etc. Ça a foutu à tous les niveaux, Et puis, bon, on nous a dit de l'autre côté, on avait notre cher président qui nous a dit, quoi qu'il en coûte, on va distribuer, etc. À raison d'ailleurs on faisait tourner la planche à billets à raison de 60 milliards par mois, je crois, et ça a duré pendant 2 ans, c'était autour de 2000 milliards qu'on a dû dépenser, si bien que les entreprises aujourd'hui ont un cash énorme, et ça ne peut pas en faire, etc. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis là, cette guerre, elle arrive, là, parce que maintenant, il faut récupérer l'argent. C'est quand même formidable. Alors, on le voit bien. Aujourd'hui, pour récupérer l'argent, avec cette guerre, c'est formidable. Le gasoil qui est arrivé à 2 € le litre,
la baguette de pain, etc., qui va augmenter dans des proportions importantes, parce que l'Ukraine est quand même aussi un grenier à blé, etc. Il y a du gaz, etc., toute une série de choses comme ça. Ça risque en plus de créer la famine dans toute une série de pays, en plus, et ça va être